Bonjour. Pour les francophones, il y a une traduction simultanée et vous pouvez l'écouter avec des casques. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez vous manifester, on va vous apporter un casque. Parce que la conversation sera en anglais. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre patience. Nous sommes surpris de voir la salle pleine, remplie. Merci de nous avoir rejoints ce samedi après-midi. Brenton Hamza, je suis rédacteur en chef à Aperture. C'est un plaisir, un honneur d'être aujourd'hui avec vous, ces personnes que j'admire, avec qui je travaille, bien sûr, depuis des années. Donc, nous avons Dr. Deborah Willis avec nous. Merci. Deborah Willis, professeure à l'université et président du département de photographie et images à la Tisch School of Arts à New York, fellow MacArthur, membre de l'Académie des arts et de la science américaine. Donc, elle a une carrière double en tant que photographe et historienne de renom de la photographie afro-américaine en particulier.
Elle a rédigé de nombreux ouvrages, notamment Black Civil War Soldier, Posing Beauty, Let Your Motto Be Resistance et Envisioning Emancipation. Depuis 2006, Dr. Deborah Willis a co-organisé un nombre de conférences thématiques, notamment l'art du portrait noir, en se concentrant sur les images du corps noir, dont un grand nombre ici à Paris. Je sais que Dr. Deborah Willis travaille à Paris depuis très longtemps. Puis nous avons l'artiste Tyler Mitchell. Tyler, artiste, photographe, réalisateur d'Atlanta, Géorgie. Il prend des photos, des vidéos qui nous montrent des visions utopiques de l'automatisation, l'autodétermination, la tendresse, la camaraderie. Son travail a été publié dans ID Dazed et Vogue, entre autres, et collectionné par un nombre de musées, notamment National Portrait Gallery à Washington et le MoMA à New York tout récemment. Ils ont acheté 5 de ses œuvres au printemps. Il a également été exposé à Foam Amsterdam, High Museum of Art Atlanta, International Center of Photography à New York et en 2019, il a été sur la couverture de Anton Sergent, l'ouvrage d'Anton Sergent, The New Black Vanguard, la photographie entre l'art et la mode, publié par Aperture, et cela a été une exposition qui a fait une tournée de par le monde. Cette exposition de Tyler, Wish This Was Real, a ouvert en juin à Berlin et donc vous pouvez la voir au Finnish Museum of Photography en 2025. Ce spectacle sera visible aux Photos Élysées à Lausanne, Switzerland, la Maison européenne de la photographie à Paris. Donc en octobre 2025 sera le vernissage pour finir au Photo Arsenal à Vienne en 2026. Si vous vous êtes promené dans les allées de Paris Photo, je sais que vous aurez certainement pris des selfies devant cette image de Tyler Mitchell. Tyler a organisé un dialogue entre son travail dans une présentation Avedon Enemy, entre son travail et le travail d'Avedon. Et nous allons profiter de cette conversation pour parler de ces thèmes communs entre le travail de Tyler et du photographe Avedon. Nous allons parler de ces liens que cela crée entre générations, entre la mode, l'art du portrait et l'autodétermination. Avant de nous lancer, est-ce que nous pouvons parler de vous-même? Présentez-vous, Brandon. Eh bien, j'étais étudiant moi-même de Dr. Deborah Willis à l'Université de New York. Et donc, maintenant, rédacteur en chef de Ariel Baboualas, de quelques ouvrages, vous aurez entendu sa présentation ici à Paris Photo. Nous y reviendrons, bien sûr. Vous avez pré-introduit le sujet, j'allais le mentionner. Et le titre de cette conversation vient du livre de Richard Powell, Cutting a Figure, dessiner une silhouette, Fashioning Black Portraiture, l'art du portrait noir. Et donc, nous allons en parler, bien sûr. Donc, la silhouette des corps noirs, mais aussi donc les photographes qui se trouvent derrière l'appareil photo. Et donc, c'est un des sujets des cours à l'Université de New York enseignés par Deborah Willis, le corps noir et l'appareil photo. Et donc, nous avons parlé de la muse de Andy Warhol, Daniel et Luna. Donc, parce que moi, j'ai suivi ces cours, vous venez de l'entendre, Africana Studies, à l'Université de New York. Il est évident que sans ces connaissances de Deborah Willis, nous ne serions pas là, nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui sans ses enseignements. Elle nous a inspirés, elle nous fait travailler aussi, elle nous fait réfléchir et vraiment j'apprécie. Et rapidement, je souhaitais mentionner que cela a été un plaisir de travailler avec Tyler sur un nombre de
projets depuis 2018 avec Aperture. Et nous allons revenir sur un nombre de projets qui vous donnera un petit peu de contexte autour de cette conversation sur Avedon. Et donc, puisque Tyler travaille depuis 2022 sur ses travaux, ses expositions, donc nous allons tout d'abord parler de l'exposition à Londres en 2022, puisque Tyler a présenté ce projet Freeze Masters, qui comprend donc ce qu'il appelle présentation de pellicule. Et nous allons ainsi voir les références dans le travail de Tyler, les images, il y a des photographies, des références à la photographie et d'autres formes d'art également. Après avoir travaillé main dans la main avec Tyler, on m'a aussi proposé de travailler avec Tyler sur son exposition présentée ici. Et Domestic Imaginary, cette exposition était au musée SCAD en 2023, ce qui montre cette expression de Tyler dans sa pratique artistique, c'est en utilisant des meubles avec des cartes, des photographies pour ouvrir le débat. Cela nous amène à Wish This Was Real, cette exposition dans l'exposition que nous avons appelée Altes Acres à Berlin. Voici des images de l'exposition à Berlin. Donc, il y avait une exposition dans l'exposition. Il s'agissait de dialogue au fil du temps, conversation avec d'autres artistes comme Richie Johnson, Gordon Parks, Zachary Lewitt, c'est le Pacus, Grace Wales Bonner, Richie Johnson, Ali Hunter. Donc, ainsi, nous avons pu entendre un nombre de conversations avec des artistes en vie, des artistes qui nous ont quittés. Donc cela nous amène à Paris Photo et cette conversation, cette présentation, puisque Tyler, nous le voyons, va présenter donc sa stratégie visuelle au public. Et je me tourne vers vous alors, Tyler. Nous savons que Avedon, est-ce qu'il a été une influence puisque nous voyons des liens? Qu'est-ce qui vous a inspiré à sélectionner ces œuvres? Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci Brendan pour cette introduction. Donc, deux étudiants de Déborah qui font partie de cette conversation. Cela fait vraiment plaisir. C'est un privilège d'être avec vous. Merci Déborah pour votre générosité. Avedon, bien sûr, est un personnage que nous connaissons tous, que nous le prenons presque pour acquis. Il y a tellement d'images, tellement connues dans son travail. Cela me rappelle un autre professeur, parce que j'ai déménagé d'Atlanta non seulement à New York, non seulement pour étudier la photographie, mais au départ c'était le cinéma qui était ma passion. Puis avec Deb, qui m'a peut-être remarqué, nous pourrions dire, alors que je travaillais avec le matériel de photographie, etc., à l'université. Et Ilan de Coemo, autre professeur à l'époque, il travaillait avec Richard Avedon, je pense, pendant ses dernières 20 années de vie, sur un cours de photographie. Donc, c'était une autre personne aussi qui m'a raconté ses histoires de sa vie. Et c'est curieux pour moi d'être ici, de vous parler de lui et du fait effectivement qu'il a toujours été dans mon esprit, à mes côtés. Et qu'en regardant tout son travail, je le prenais un petit peu pour acquis avant de m'asseoir et de réfléchir à cette relation, à son travail. Est-ce que vous aviez une autre question? Non, continuez. Une partie de cette présentation était effectivement de présenter l'Avedon que nous connaissons et le photographe que nous connaissons moins. Donc, il y a eu tellement de portraits des années 60 qui sont iconiques, mais aussi le travail avec James Baldwin. Il y a un an, lorsqu'on m'a demandé, choisissez une photo pour l'exposition Avedon 100, j'ai choisi
cette image de James Baldwin à 22 ans et je savais, par le biais des cours, d'Alinda et vous-même, avec James Baldwin, et ils étaient amis. Ils étaient dans le même lycée, mais en tant qu'adultes, ils se sont un petit peu perdus de vue, puis ils se sont retrouvés. Ils ont écrit un livre, assez personnel qui finalement m'a donné le concept de cette présentation. Comment est-ce qu'il évoluait dans les années 60, photographe de mode, puis il a approfondi son engagement social en tant qu'artiste. Oui, vous avez organisé un nombre de dialogues et au stand de Gagosian, nous voyons effectivement les paysages de l'eau, de la plage en tant que métaphore et puis la question de la justice sociale avec un élément plus personnel et nous allons y venir. Mais si vous êtes intéressé, il y a 10 pages sur cette présentation de Tyler dans le magazine Le Monde. Ils ont montré les œuvres en parallèle, en face à face, les liens étant très évidents. Et pareil photo, ici, vous montrez aux visiteurs les liens aussi. C'est très intéressant. Et je me tourne vers vous, Deborah. Richard Avedon, nous pouvons dire qu'il faisait véritablement besoin de votre... Étant tellement connu, il était partout, comme puisqu'il prenait tellement de photos de personnalités, de célébrités, dans le paysage social, nous pourrions dire, de New York, tellement présent. Quelle a été alors son influence sur vos travaux dans le domaine de la photographie et qu'est-ce que cela a changé pendant vos études en découvrant des expositions, ses travaux et voir que son travail est devenu un art plus que seulement des photos de magazines? Merci, merci beaucoup d'être ici. C'est un privilège de pouvoir partager mes travaux, mes réflexions avec 2 étudiants remarquables. Nous pouvons dire que ces 2 étudiants ici ont aussi changé ma vie. J'apprécie beaucoup cette citation qui parle là du geste, de la forme, de vivre dans la joie, de faire l'expérience du plaisir et de la beauté. C'est mon expérience avec Richard Avedon. C'est ce que j'ai découvert très tôt, c'est que lui, James Baldwin, effectivement, se connaissaient au lycée, ont pris des photos de cette transformation des visages. Alors, comment dresser le portrait d'une amitié? Et ils ont donné forme à cette image dans mon esprit. Effectivement, j'étais jeune. Dans les années 70, la photographie, cela signifiait aussi la représentation de la beauté et la beauté quotidienne. Cela veut dire la vie, que ce soit la vie à Hollywood, la vie dans le secteur de la mode. Mais aussi, je compare avec Gordon Parks, ce sont des personnages là au cœur pour moi de l'idée du portrait. Comment affirmer les portraits qui racontent une histoire sur l'individu. Mais j'étais aussi fascinée de voir il faisait vraiment changer les esprits par le biais des portraits lorsqu'il travaillait avec Doug Harris et pendant les mouvements pour les droits civiques. Finalement, bien sûr, ces photos, son travail ont eu une influence. Le fait il se soit engagé, qu'il s'assure que de jeunes photographes noirs qui cherchaient à documenter, créer ces images de leur vécu pour gagner des droits de vote et simplement faire respecter les droits humains dans le sud du pays. Il trouvait des façons d'en parler aux étudiants. Alors cela faisait partie de mon rapport avec Avedon. Alors cela a été pour moi un privilège de voir ces livres, ces ouvrages aussi, donc qui font le résumé de mon expérience dans ma vie avec Avedon. Oui, nous pouvons ici montrer quelques images que Tyler a sélectionnées, qui sont bien sûr iconiques, très connues.
qui était présenté pour la première fois dans le cadre de cette exposition. Donc, vous avez présenté tout ce que nous connaissons de son travail et les choses moins connues, les images moins connues de son travail. Où nous voyons ici l'image de 1963 à l'écran, nommée Debutant Cotillion à la Nouvelle-Orléans. Peu de personnes savent que c'est une photo de Richard Avedon. Alors je me tourne vers vous, Tyler. Quelle a été l'idée derrière la sélection de cette image et des autres images? Pourquoi les présenter ainsi? Eh bien, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que ces images ne sont pas connues. La fondation, gentiment, a bien voulu ouvrir un petit peu tous les cartons. Lorsque j'ai commencé cette sélection, j'ai effectivement travaillé avec l'idée, comme je l'ai dit, de Avedon Baldwin, puis à New York, en travaillant avec l'institution. Je posais des questions sur ce travail de Richard Avedon que peut-être nous connaissons moins. Que se passait-il pendant cette décennie-là, dans les années 60? Et effectivement, ils ont ouvert un carton avec, je pense, 25 de ce moment, de cet événement. Et ce que l'on trouve derrière cette sélection, c'est finalement Richard Avedon avait accès à tous ces événements. Nous savons que Daniela Luna, en 1965, faire la couverture de Vogue, il faut se remettre dans l'époque. Quels ont été les efforts pour demander de mettre la première personne mannequin noire en couverture de Harper's Bazaar? C'est ça, non? Je vérifie avec professeur Debra. Oui, et notamment Rick Powell. Et ce travail tellement important. Donc, il avait cet accès. Et en fait, nous savons qu'il y avait aussi une coach d'accent à ce moment-là avec qui il travaillait et donc qui avait accès à toutes ces cérémonies. Et nous voyons cette fascination pour la mode, les robes, ces cérémonies. C'est clair et c'est frappant, je trouve, ces travaux, lorsqu'on les met en parallèle avec la vie de Richard Avedon et ces cérémonies qui sont typiquement pour les personnes noires. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup et il n'y en a pas d'autres véritablement des représentations de ces cotillions des milieux des années 60. Donc, il a passé des semaines à prendre des photos. Nous savons qu'il prenait aussi des photos de Hepburn et Liz Taylor et en parallèle de ces événements. Oui, si je peux ajouter, peut-on revenir à la photo précédente? Cette idée, 1963, si on pense à ce qui se passait aux États-Unis, bien sûr, ce qu'il a trouvé par le biais de cette expérience, c'était une joie. Nous savons que ces cérémonies cotilliennes, il y avait habituellement uniquement des photographes noirs, effectivement. C'est une cérémonie où les jeunes vont rejoindre cette communauté, c'est-à-dire pour un père qui amène sa fille au bal. C'est toute une cérémonie avec le concept de la beauté. Vous voyez cette couronne, les perles, comme il met en avant la beauté avec les feuilles. Elle est représentée comme un ange. Alors, ce que j'ai remarqué dans cette photo, je me suis dit que Richard Avedon cherchait à mettre en avant la délicatesse, la beauté des personnes, alors qu'il y avait bien sûr beaucoup de militantisme politique, mais aussi au quotidien, dans chaque événement. Pour moi, cela ressort particulièrement cette image qui est très très bien cadrée
Cela nous donne l'opportunité de voir cette image avec la délicatesse de son visage et sa beauté. Cette photo nous invite à nous arrêter et réfléchir à cette jeune femme qui passe à une différente phase de sa vie. Il faut souligner qu'en 63, à l'époque, ce n'était pas une démocratie, ça se dit fréquemment. L'idée de la joie en tant que résistance est tout à fait présente dans toutes ces images. C'est vraiment l'idée de réfléchir au-delà des images et ce qui se passait à l'époque, avant 65. Quand on parle de joie et de spontanéité, il y a également ces images, et qu'on voit ces images de mariage qui font partie de... Ce qui m'étonne dans leurs gestes et dans leur dislocation, c'est vraiment un moment particulier pour lequel on n'a pas de contexte, mais c'est pas vraiment typique d'Avedon non plus, en fait, cette photo. C'est quelque chose de figé. Qu'est-ce que vous avez aimé à propos de cette image? C'est exactement ça. L'idée que c'est quelque chose qui était typique et atypique de Avedon. C'était difficile de comprendre l'intérêt que j'ai pour ces œuvres, malgré leurs différences par rapport à ce que je fais. Il y a beaucoup de grands exemples de photographes noirs, Jem Vanderzee, d'autres, au moment de la guerre civique. Je pense que Avedon était vraiment un témoin de tout cela. Il faisait ce type d'image avec d'autres images. Et comme vous le dites, cette image est étrange, mais même si on ne sait pas grand-chose de son contexte. J'ai été dans cette salle des mariages de la mairie de New York, mais il était fasciné par tout ce qui était les rituels de mariage. Et il se centre toujours sur ses visages et cette femme qui tient son certificat de mariage dans les mains. C'est typique et c'est atypique. Et beaucoup de familles de différentes origines ethniques. Je pense que ce sur quoi on se concentre ici, c'est sur la joie et le rassemblement familial dans ce moment spécial. C'est vraiment une photographie iconique de Marian Anderson. Deb, je voudrais savoir quelle est votre relation avec cette image. Vous avez mentionné une citation. L'histoire des Noirs aux États-Unis est une lutte d'image autant qu'une lutte pour les droits et pour un accès, une égalité d'accès. Est-ce que pouvez-vous nous en dire davantage? J'ai grandi à Philadelphie, donc ceux d'entre nous qui viennent de là ont une relation étroite avec les natifs de Philadelphia. En tant que chanteuse d'opéra, jusqu'en 1955, on ne savait rien des difficultés qu'elle avait à voyager, à porter tous ces aspects de la race noire dans l'opéra. Donc on réfléchit à ce qui se passe avec ce qui s'est passé en 1955 et d'autres expériences qui se sont déroulées à ce moment-là, d'autres événements. Et ici, on la voit dans la force de sa voix et il a saisi son intérieur, son visage, le son, ses cheveux. C'est vraiment un aspect formidable. Et c'est formidable de voir ça à côté de tes œuvres. Avedon a pu saisir
On entend le son véritablement. Il y a une grande émotion également qu'il a pu saisir dans ce portrait, mais également le moment. Il a pu saisir le moment. Il y a également un côté dramatique. C'est une énergie que je retrouve dans toute cette exposition. Quand je me promène dans l'expo, j'entends le silence, j'entends les sons. Une grande énergie se dégage de cela. L'expérience des femmes à Philadelphie qui voyagent dans le monde entier, qui racontent son histoire. Et pourtant, ce sont des opéras qui ont été écrits il y a des siècles. Mais à travers ça, elle raconte sa propre histoire en même temps. Cette juxtaposition très osée, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à la Révolution américaine? Il y a un moment que j'aime. On dirait qu'elle chante pour elle-même plutôt que de chanter pour l'appareil photo. Ça me fait penser à Quavin's Book qui parle d'intériorité, mais en ce qui concerne cette révolution, cette image est de manière évidente, elle date de 1939. C'est devenu une controverse importante parce qu'on l'a laissé en dehors de cette performance à l'époque. Donc ça a créé une controverse importante à l'époque puisque ces deux groupes étaient diamétralement opposés et ils ont été tous les deux il a photographié tous les deux, il était conscient de tout ça. Il y a eu un documentaire récent qui montre qu'il saisit cette période 1939 et le début de sa vie. Et je pense que ce serait une occasion pour vous tous d'avoir la possibilité de regarder ce documentaire, vraiment. Un crédit supplémentaire pour ceux qui vont le faire. Alors, je voudrais mentionner beaucoup grâce à Debbie sur Avedon. Donc, ceci vient de Harper's Bazaar, ça date de 1965, qui a été un magazine tellement important pour les jeunes à l'époque et la silhouette féminine. La femme Avedon est devenue une icône en termes de mode et d'art. Comment était-elle révolutionnaire et qu'elle a été oubliée? Elle a refusé certaines choses. Elle est morte jeune et elle n'a pas eu la carrière en tant que mannequin qu'a pu avoir Naomi Campbell, par exemple. Pour l'un ou l'autre d'entre vous, la question c'est quel est votre sentiment par rapport à cette mannequin et ces deux photos formidables? Oui, elle a été photographiée par d'autres photographes. Quelqu'un de Detroit a changé sa vie et son idée d'elle-même. Mais regardez le concept de couper une silhouette. Il y a quelque chose de tranchant. Donc l'idée, comment trancher une silhouette? Il a pu la photographier, mais il lit l'expérience qu'elle vit, le fait d'entrer dans le monde du mannequinat, et il la sort de cette expérience de Detroit et la fait entrer à New York dans ce monde de la mode. La manière dont elle porte des lunettes, ses coiffures. Elle a introduit une manière très très différente des mannequins
noir. Je sais que Tyler est assez fasciné par la robe métallique de Paco Rabanne. Et ici, on voit les rubans qui vont de la robe jusqu'à ses chaussures. Et c'est marrant parce que ça vous fait penser à une fusée. C'est marrant d'envisager ça comme une fusée à l'époque de la guerre froide. Je pense qu'une chose qu'Avedon a fait, c'est transformer le vêtement en geste. Et dites-nous la manière dont Avedon envisageait le portrait de mode. Oui, je pense que 1965 était une année révolutionnaire pour Avedon parce qu'il faisait ça, mais quelques mois après ça, il a fait des choses formidables. Il faisait des choses très, très différentes. Je suis beaucoup plus intéressante dans la manière dont il a été capable d'introduire cette question du geste. Et elle a créé sa propre agence et donc ça c'est formidable. Et ensuite, elle est morte assez jeune, ce qui laisse beaucoup de questions ouvertes. Et l'image de Paco Rabanne n'a pas été publiée. Il n'a plus le droit de la photographier après ça. C'était la première super mannequin, super modèle noire. Et alors, je voudrais qu'on ait le temps de parler du travail de Tyler. Et je voudrais parler d'images formidables. Une série donc de photos d'Avedon qui comprennent ici une citation de James Baldwin. Et il parle de la mer et du flux de la culture et des générations qui en parleront. Mais quand vous voyez l'exposition en bas, il y a deux images qui ne ressemblent pas à Avedon. Je ne sais pas comment on pourrait les classer en réalité. Tyler, comment tu as trouvé ces images et pourquoi est-ce que tu as voulu les inclure? Rien de personnel, mais quand j'ai vu cela, je me suis sentie connectée parce qu'encore une fois, elles sont inhabituelles. C'est une manière inhabituelle. Quand on les voit, ces photos, on voit qu'il dépeint Santa Monica, différentes races sur la même plage. Ce sont des visions précoces de Felt Like Moonlight, mais ce qui signifiait énormément de choses, le fait de nager, ne pas avoir pu nager, c'est que c'était interdit auparavant pour les Noirs. Il y a quelque chose de joyeux, mais en même temps, elles sont très dures en même temps. Ce petit garçon qui s'accroche à cette femme. Alors ça c'est la suivante. Ça c'est vraiment une photo iconique du papa qui porte son fils. Alors ça c'est un style qu'il a abandonné, donc le côté grainé, un peu flou. C'est fascinant qu'il y ait encore ce type de photos parce qu'elles ne sont pas classiques de son travail. On sait que Bruce Davidson a beaucoup photographié Santa Monica
Et cette plage a donné naissance à beaucoup de photos de corps musclés, etc. Et c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver à Santa Monica, en Californie, les gens qui allaient à la plage, mais cette image, ce sentiment de liberté, mais le fait qu'on sait qu'il y a de la colère en même temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce qui se passe avec ce grain à ce moment de la journée? C'est soit tôt le matin ou le soir. Le fait d'aller à San America et faire cette photo, c'était un témoignage de ce que l'Amérique était en train de devenir. C'était une référence à la ségrégation. Et ce sont des photos très, très différentes. Et ces scènes étaient en fait une possibilité, un résultat finalement, ce vers quoi l'Amérique tendait. Donc, une possibilité pour le Sud. Il faut réfléchir au fait qu'il y avait beaucoup de gens en termes de migration que ce soit en Louisiane ou ailleurs, ou qui allaient à Los Angeles, tous les gens du Mississippi par exemple. Ce qui est formidable dans cette exposition, au contraire des photos de mariage, ce grain explique qu'il s'éloigne quelque part du sujet. Ça me fait penser à d'autres personnages. Ici, on a un sentiment d'une distance, d'une observation qui ne lui ressemble pas. Et je voudrais mentionner l'époque 59. Il a publié Observation, qui était pas forcément bien, qui n'a pas été bien reçu. En 64, il a publié, il a supplié Baldwin de finir les textes et ça n'a pas été bien reçu non plus par le public. Et je pense que c'était complètement injuste parce que c'était un privilège d'être dans un endroit où la photo est prise tellement au sérieux. C'était pas, il n'y avait pas de marché pour la photo dans les années 60. Il y avait beaucoup de suspicions autour des photographes et des photos d'Avedon en particulier. Travailler sur un livre qui traite de justice sociale, on peut comprendre que les gens n'étaient pas très positifs, pas très. C'est l'époque à laquelle The Americans a été publié, donc les gens ne savaient pas trop quoi en penser. Et ces gens sont devenus extrêmement populaires et célèbres après ça. Alors, je voudrais passer maintenant au travail de Tyler. Mais si tu veux ajouter quelque chose. Oui, rendre ça personnel. Alors, voici une photo très évocatrice. L'eau a un rôle important dans votre œuvre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à travailler sur une série qui s'appelle Chrysalis, qui est liée à la nature. Je pense de plus en plus à mon enfance en Géorgie. Il y a beaucoup d'arbres là-bas, beaucoup de parcs. Dans le quartier où je vivais, j'allais souvent pêcher avec mon père.
on empruntait le bateau de nos voisins et ces souvenirs me sont revenus à la mémoire et la relation à la nature et cette joie que cela évoque, mais en même temps les qualités méditatives de la nature et le fait de se rappeler de tout ce qui s'est passé dans ces régions, à Atlanta, en Géorgie, tous les traumatismes liés à la nature dans ce pays. J'ai essayé de lier ces deux choses parce que ça a toujours été présent quand on parle de vie des Noirs et de photographie, à la fois la dévastation et la joie. Et comprendre ces deux choses, c'est comprendre non seulement l'histoire, mais bon, en fait, j'ai fait ces photos où on voit la submersion et l'immersion à la fois. D'autres s'appellent flottement. On est dans la nature, mais pas tout à fait dedans. Elles sont plus psychologiques que littérales, puisque mon idée n'est pas vraiment que ce soit un document, mais plutôt un espace mental. Je suis d'accord en termes de ce que tu dis de la psychologie de ces photos. Dans cette expo et les diapos que tu as montrés, eh bien, j'ai pensé à des clubs sociaux dans le Nord qui existaient pour les Noirs, puisqu'il y avait la ségrégation. Donc, beaucoup de jeunes Noirs ne savaient pas nager en raison de la ségrégation. Et donc, l'expérience que j'avais avec la natation, et je comprends, je vois que il y a à la fois, je me souviens que moi j'avais très peur de l'eau, j'ai eu une expérience traumatique avec l'eau, mes cousins qui avaient la liberté de nager. Ici, on voit que l'eau et que sa tête flotte me fait penser à un aspect, à quelque chose de paisible. Si vous pouvez nager sur votre dos, ça veut dire que vous êtes à l'aise dans l'eau, vous êtes confiant dans le fait que vous flottez. C'est ce à quoi cette image me fait penser. Ça me donne l'idée de liberté et d'être à l'aise. Moi, jamais je pourrais faire ça, rester dans cette position. Oui, ben c'est lié à ma psychologie. Ma mère est comme toi. Elle m'a raconté une histoire qu'elle avait été prise dans un courant et elle a commencé à nager, je crois, contre le courant. Bon, en tout cas, elle a fait ce qu'elle n'aurait pas dû faire, étant donné les courants, et elle a presque perdu la vie. Elle m'a raconté cette histoire et mon père est plutôt comme un poisson, il est très très à l'aise dans l'eau et il a toujours remarqué que ma mère n'était pas très à l'aise et il aurait aimé que ma mère soit plus à l'aise dans l'eau, puisse nager, etc. Et cela, ça vient, bien sûr, ça remonte à la petite enfance, du fait d'avoir eu accès ou pas à ces espaces. En tout cas, l'eau est devenue un personnage dans certaines de mes photos, effectivement. Ça, c'est une image de mode qui est également une image de communion. C'est également le mot que tu as utilisé dans le sous-titre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le style? Comment est-ce que comment vous travaillez avec les stylistes? Comment vous travaillez avec les vêtements, etc. Alors, cette photo, c'était dans un contexte éditorial. Donc, l'une des stylistes avec lesquelles j'ai travaillé est d'ailleurs dans la salle.
On se demande parfois s'il faut faire plus ou moins, mais on essaye toujours de trouver un équilibre et ça démarre avec une réflexion sur ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Les images jouent un rôle important dans notre culture. Je pense que dans cette collaboration, à cet instant, il y a quelque chose que je voulais transmettre en termes de communion, l'unité, mais l'unité également de ces supermodèles. Ce sont des amis, mais ce sont des forces dans l'industrie de la mode. Ce sont les nouveaux visages de la mode. Personne n'avait pris le temps de les visualiser ensemble. Donc c'est vraiment l'histoire de ces filles dans le paysage, unies. Et ces robes sont incroyables. Et le paysage joue un rôle ici par rapport à mon enfance à Atlanta, mais je voulais donc donner une image plus fraîche. J'ai beaucoup d'empathie pour cette série. Oui, c'est fascinant parce qu'en fait, on voit rarement des modèles, des mannequins ensemble. Et qui crée un style ou le lien entre les deux. Entre les deux, il n'y a pas de confrontation vis-à- -vis de la caméra. Elles sont entre elles. Elles ne regardent pas la caméra. Elles étaient là en train de se balader. Tous les gestes étaient très vrais. Et il y a quelque chose d'une intériorité, d'une paix qui était dans cette photo. Oui, ça me fait penser à cette photo, effectivement, d'Avedon au mariage. Donc une image de mariage. When you are looking at Tyler's work, what are the lineages that you see, and particularly when looking at an image like this one, a beautiful New York. Donc ici, on voit un paysage de New York avec un couple impeccablement habillé le jour de leur mariage. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on lise là? Ça me fait penser aux années 20. On était isolés en 2020. Et des moments précieux comme ça qui sont saisis. Et on voit des petites taches, je ne sais pas si c'est de la neige ou... mais qui donne un côté intemporel à cette photo. Je pense que c'est une expérience intemporelle. Je ne sais pas si c'est à Brooklyn ou ailleurs. Sa robe marron, le marron des escaliers et ces deux silhouettes blanches. Et une femme photographe, mais c'est très paisible. Et quand je pense à la cérémonie, en voyant cette photo, j'ai vraiment le sentiment de 2020 et ce sentiment de solitude, en fait. Beaucoup de solitude. Et cette photo devait être documentée avec la photographe parce que on voit rarement les photographes sur les photos de mariage.
Alors, Tyler, au cours des dernières années, a fait pas mal d'expériences avec des miroirs. Et voici un exemple ici qui s'appelle Prince. On va en voir d'autres après. Qu'est-ce qu'il y a avec le miroir qui a fait qu'il est devenu une partie intégrante de votre travail? Beaucoup d'expériences avec un copain imprimeur. On voulait faire quelque chose qui soit plus matériel, on voulait jouer un peu avec les photos. Un de mes amis est s'occupe beaucoup d'impression UV. Donc, quand il y a du blanc, il n'y a pas d'encre et quand il y en a, il y a de l'encre. Donc, on peut sélectionner une partie d'une photo pour qu'elle devienne claire, puisqu'il n'y a pas d'encre. Et donc, on y ajoute un miroir. Donc, voilà, on a commencé à jouer avec cette idée de poser des questions. Est-ce qu'on pourrait travailler avec... donc, en fait, c'est de la chimie, tout ça. Hein. C'est comme ça que j'ai échangé avec lui. Et l'un des travaux était allongé dans l'eau, mais la moitié du corps était en fait un reflet uniquement et l'autre moitié était également un reflet de l'eau, mais il y avait des arbres, donc il y avait du vert et l'autre moitié était blanche à cause du ciel. Et ça faisait un effet miroir incroyable parce qu'on a pu choisir quelle partie allait devenir blanche. Alors ça m'a fascinée au départ et puis pour moi c'est devenu une possibilité conceptuelle. J'aimais vraiment bien le visage du modèle. Maintenant, il est devenu un mannequin hyper célèbre. Donc, ça vient de l'ouverture de mon appareil photo. Ce que j'ai pu faire, c'est de choisir certaines parties du visage quand même pour qu'on le voie. Et c'est une expérience intéressante. Alors, je vais juste avancer pour montrer cette nouvelle image, Spray Down. Nous voyons donc ici effectivement le flou qui traverse le 4e mur, nous pourrions dire, avec le personnage qui ici envoie de l'eau vers les spectateurs. Donc, est-ce que nous pourrions en parler? Déborah, nous voyons cette barrière blanche qui représente bien sûr les clichés un petit peu américains. Nous les voyons souvent dans les images de Richard Avedon. Donc, est-ce que vous pensez... Oui, donc, il vient de Géorgie, moi, la Pennsylvanie. Et je vois effectivement le tuyau. Pour moi, j'imagine c'est l'été, il fait chaud, les enfants jouent dans la rue. Alors effectivement, les photographes de Philadelphie, immédiatement nous pensons à l'été. Et je n'avais même pas vu la barrière blanche. On peut bien sûr voir l'eau qui fait partie de ce moment. Parce que bien sûr, si vous rapprochez l'eau de votre visage, cela va flouter les traits du visage. Vous pourrez sentir si l'eau est chaude, froide. Et cela devient une expérience pour chaque enfant. Et on le voit dans toutes les photographies des années 70, des années 60.
Dans ces images, il y a ce sentiment de la liberté aussi, la liberté pour les spectateurs. Que se passe-t-il dans cet échange? Et il y a donc une relation, un rapport pour les spectateurs, font partie de l'expérience de la photo du moment. Oui, je viens de faire ce lien dans mon esprit que dans la sélection de Tyler, l'exposition à Berlin, il y avait une magnifique image de Mike Owen, Rose, le tuyau, donc le rêve de cette scène estivale dans le jardin. Donc, cette image qui nous ramène exactement dans ces émotions de l'été, dans le même cadre. Et je me rapproche de la conclusion et je souhaitais citer James Baldwin, Nothing Personal, et Josh également de Gagosian. Nous a parlé du même sujet, les images de Santa Monica, il n'y avait pas d'écrit dessus, alors que James Baldwin, oui, lui a décrit sur des générations et Déborah. Alors j'ai une question pour vous, j'espère que ce n'est pas trop personnel, mais vous savez peut-être que le travail de Déborah, lorsque vous avez lancé votre carrière, vos recherches, vous vous êtes posé cette question sur les photographes afro-américains. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'informations sur les photographes afro-américains? Et vous avez alors listé tous les photographes. Vous êtes allé aussi loin que possible dans l'histoire. Vous avez mené des entretiens avec ceux qui sont toujours en vie pour raconter le récit de leur vie. Et si vous avez déjà rencontré Deborah, vous savez que vous allez la rencontrer, elle va vous présenter à quelqu'un, vous présenter à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'autre et créer des liens. Et bien sûr, tout le monde le sait sur Deborah Willis, c'est que vous avez véritablement créé ce champ d'informations et vous avez insisté pour partager ces informations, pour créer des expositions. Vous avez écrit des articles et inspiré des articles. Et Tyler et moi-même, nous faisons partie de cette génération influencée par vous. Et nous voulons présenter des personnes à d'autres personnes, créer des liens. Et alors, ce sentiment de vouloir créer des liens, est-ce que je peux vous demander, cela venait d'un sentiment de solitude ou en tant que jeune chercheuse, jeune universitaire, qu'est-ce qui a poussé votre envie, votre besoin d'apporter plus de liens entre les personnes, entre les différentes générations? Et puisque c'était une idée dans le travail de James Baldwin également sur les générations, l'histoire, le temps, est-ce que cela vous est venu naturellement? Oui, cela fait partie, je pense, d'une tradition, puisque j'ai grandi aussi en fréquentant très souvent un salon de beauté, mais géré par ma famille. Mais j'ai aussi rapidement rencontré Elisa Islip. Si vous pouvez voir le documentaire qui s'appelle Mr. Soul, qui présente ce producteur, grande personne, il disait que c'est notre responsabilité, c'est notre devoir d'aller voir chaque spectacle de Broadway et à côté de Broadway, pour voir chaque star noire, cela fait partie de notre devoir d'aller à toutes les expositions. Si vous êtes invité à un vernissage, allez-y. Vous voyez une publication d'un auteur noir, achetez le livre. Et donc, j'ai ressenti il croyait dans notre travail. Il nous a autorisés à nous retrouver ensemble, partager ces moments ensemble, comme Gérard Friendly, qui était comme aujourd'hui, au premier rang. Après avoir obtenu son diplôme, je l'ai invité aux discussions. C'était les années 80 et lorsque je voyais l'intérêt de personnes, d'étudiants ou autres, de personnes qui s'intéressent à la photographie et sous l'angle qui m'intéresse, le storytelling. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais l'enfant du milieu, je vous l'ai dit, je fréquentais le salon de beauté de ma famille et
L'enfant du milieu, beaucoup pensent que les deuxièmes, nous sommes un peu oubliés, mais ma mère n'aimerait pas trop entendre cela. Mais effectivement, peut-être que cette question de se sentir parfois oublié, quand je disais à ma mère: «Je veux une petite sœur, un petit frère». En fait, ma mère me demandait aussi d'arrêter d'inviter les amis et d'autres, parce que vous parlez de ce lien que je crée entre les gens. J'invitais toujours du monde à la maison, même une fois que j'étais partie de chez ma mère, il y avait encore des personnes qui venaient lui rendre visite. Alors, lorsque je pensais à nous, notre famille et mon avenir, ma carrière, je savais que je voulais rencontrer des artistes, des photographes, des historiens et leur poser des questions sur la photographie. Bien sûr, j'ai toujours été passionnée. Je pouvais lire des textes, mais je n'entendais pas suffisamment de conversations sur les photographies qui ont changé le monde. C'était important pour moi d'inviter des personnes que je ne connaissais pas de base pour lancer ces débats. Et c'est pourquoi j'ai commencé à créer ce travail, ce corpus. Je voulais voir d'autres personnes qui sont très motivées pour découvrir les motivations, découvrir les photographies, qui ont les mêmes motivations de réétablir ce qui manque dans notre histoire. Oui, je pense que Tyler, c'est peut-être un rêve que vous avez eu. Au début de votre carrière et maintenant, vous voyez vos étudiants, Déborah, qui réussissent tellement bien. Bien sûr, ce travail, tous les deux étant curateurs de spectacles, qui nous aident à redécouvrir des photographes. Cette expérience où nous découvrons, c'est comme une symbiose de la découverte de la photographie, découverte de la mode. Ma réponse n'est peut-être pas simple, mais effectivement, je vois que Tyler est peut-être un élément un maillon de la chaîne, je dirais, un lien avec la prochaine génération. Oui, je vois Cheryl, il faut le dire, dans chaque pièce où je vois Déborah, nous avons comme un lien, bien sûr. Je ne serais pas là sans vous, Déborah Willis, merci, bien sûr. Et génération, oui, ce ne serait pas possible sans Déborah, sa capacité à créer un espace, à éveiller nos esprits en tant qu'historienne, artiste, c'est son expertise de commissaire d'exposition. Je sais que Déborah, j'ai demandé 10, 15 fois par an, je demande à recevoir le PDF de l'histoire de la photographie de Deborah Willis parce que c'est un cours magistral. Je sais que vous êtes venu avec moi à Amsterdam, vous vous en souvenez, mais Generations aussi, je me souviens être dans vos cours et j'ai parlé de Grace Wallace et donc nous avons échangé sur son sujet en tant que créatrice britannique. Maintenant, nous échangeons régulièrement. Elle est visionnaire également. Donc ce cercle s'élargit puisque nous invitons régulièrement de nouvelles personnes. C'est ce que vous faites de mieux, professeur. Mais bien sûr, je ne suis peut-être que l'enfant du milieu, je n'arrive pas non plus à atteindre le niveau du maître en la matière. Bon, nous pourrions continuer pendant 3 heures, mais nous devons laisser la scène pour la conversation suivante. Merci de votre attention. Merci à l'équipe Gagosian et notre manager. Merci Tyler Mitchell, merci Deborah Willis.